dans cet auditorium de la BNU, 50 ans après mai 68. Nous vous proposons de passer 1h30 ensemble à peu près pour parler de cette époque et essayer de comprendre un petit peu comment à la fois un tel événement puisse susciter 50 ans après autant de discussions, d'animations, de débats, et puis aussi comment la mémoire se transmet. Si on prend juste quelques exemples, alors déjà je pense que tous les gens qui ont vécu mai 68, si on leur avait dit à l'époque dans 50 ans on fera des soirées avec des débats, des expositions, ça les aurait un petit peu surpris. Ensuite aussi sur la façon dont la mémoire se transmet. Je vais juste prendre un exemple. Si aujourd'hui vous demandez à quelqu'un qui a vécu mai 68 ce qu'il écoutait comme musique en 1968, il va dire j'écoutais les Doors, Jimi Hendrix, des choses comme ça. Sauf qu'en 1968, ces gens-là ne passaient jamais à la télé, mais vraiment jamais. Jamais à la radio non plus. À la radio, les gens qui aimaient le rock avaient un petit peu de Beatles, un petit peu de Rolling Stones et peut-être Johnny Hallyday. Mais sinon, les deux artistes les plus vendus en France en 1968 étaient Sheila et Georgette Plana. Ça vous donne une idée du décalage. Et les gens qui vous disent j'écoutais telle ou telle chose, les Doors par exemple, ils sont tout à fait de bonne foi, ils ne racontent pas des salades, et ils sont convaincus de ça, parce que le temps faisant, un discours s'installe qui est un discours général. Alors ce qui est vrai pour la musique et peut-être pour les autres domaines, c'est la raison pour laquelle nous avons invité ce soir des gens qui à la fois ont vécu directement, sont des témoins directs de cette époque. À côté de moi, Bernard Engasser, vous êtes militant CGT, j'ai dit vous êtes, parce que vous l'êtes toujours. Vous étiez ouvrier du livre à Mulhouse, et vous étiez dans le mouvement à Mulhouse. Vous avez connu cette époque, et vous avez des choses à nous raconter sur la façon dont ça se passait dans les entreprises. À côté de vous, Jean-Claude Griffiez, vous avez vécu cette époque à Strasbourg, vous étiez dans le mouvement étudiant. Vous avez une double casquette puisque vous êtes également historien, spécialiste de l'histoire culturelle et des mentalités en Alsace. Et puis deux personnes qui ont vécu mai 68 de façon très forte ces 2 dernières années, en faisant un certain nombre de recherches dont vous pouvez voir le résultat dans l'exposition qui est montrée à côté. Ça ferme à 19h, donc pour ce soir c'est tard, mais sinon c'est ouvert tous les jours. Benoît Wirman, et puis à côté de lui Geoffrey Girost. Vous avez travaillé sur cette question, pas seulement parce que votre chef vous a dit il faut faire un truc sur mai 68, mais parce que vous en avez eu envie. Et c'est peut-être la première chose, pourquoi avez-vous eu envie de parler de mai 68 alors que vous n'étiez pas né? Et qu'est-ce que ça représentait pour vous? Qu'est-ce qui vous a donné cette envie? Prenez un micro pour répondre à la question. Bonsoir. Pourquoi on a abordé cette nouvelle thématique à la BNU? Parce que je parle de nouvelle thématique parce que c'est pas le genre d'exposition qu'on a l'habitude de faire dans cette bibliothèque. C'était un sujet qui en fait n'avait jamais été traité, même en 50 ans, même pour les 20 ans, les 30 ans, les 40 ans de mai 68, il n'y avait jamais eu d'exposition. Et jusqu'à présent, on a souvent eu des représentations très parisiennes de l'événement. Moi-même, j'ai toujours pensé que mai 68, ça s'était essentiellement passé à Paris, quartier latin, les barricades, tout ça. Et en fait, on se rend compte qu'en creusant un peu, en faisant des recherches, on trouve énormément de tracts ou d'archives, énormément de documents historiques qui nous montrent qu'il s'est passé des choses tant du point de vue étudiant que du point de vue social. Alors, des choses, des discussions, des barricades par exemple, j'imagine que vous avez cherché photos de barricades à Strasbourg. Alors on a cherché, on n'a pas trouvé beaucoup, et la seule photo de barricade qu'on a trouvée était tellement petite qu'on ne l'a pas mise dans l'exposition, elle n'était pas plus haute que la... Enfin, il y a une première barricade près de la place... voilà, à l'angle de la place Kléber et de la rue des Grandes Arcades, faite avec des matériaux du parking souterrain en construction. Celle-là était quand même relativement importante, mais moi je n'ai pas trouvé d'image. Et la deuxième barricade, début de barricade, était place du Corbeau. On avait commencé à dépaver
le coin, mais la barricade n'a pas été plus haute que ça, si vous voulez. Elle a tout de suite été chargée par la police, et ça s'est arrêté là. Oui, c'était surtout le matériel des trois chevaliers d'Abinstock qui joustaient. Il y avait les traits. Hein? Ah oui, oui, c'est bon. Donc voilà, donc c'est les seules barricades strasbourgeoises et même alsaciennes en mai 68. Alors, vous avez choisi de travailler sur cette expo parce que ça s'était jamais fait, mais est-ce qu'il y avait pour vous une espèce de fascination? Est-ce que vous aviez envie de comprendre, de découvrir des choses sur l'esprit, sur éventuellement les changements sociaux, les changements idéologiques, les changements politiques, sur les mentalités? En fait, non, ça s'est pas passé exactement comme ça. Moi, je rejoins Benoît aussi. Je suis pas alsacien en fait. Hein, et avant, je travaillais à Paris, à la BNF. Je suis passé à Nanterre, à la VDIC. Et donc, j'avais moi aussi une vue de mai 68 qui était très parisienne. Ce que je savais de ce qui s'était passé du côté de l'Alsace, c'était plus tout ce qui avait précédé avant 68, à savoir l'agitation situationniste, le bureau de la FGS et puis la publication de la misère en milieu étudiant. Donc ce qui m'intéressait plutôt, c'était essayer de dépasser le cliché parisien qui est recyclé régulièrement et voir comment mai 68 s'était manifesté en Alsace. Et de ce point de vue-là, ça a été passionnant parce qu'effectivement les archives sont très riches, notamment à Strasbourg, même si on a aussi travaillé sur les archives du Haut-Rhin à Colmar et les archives de Mulhouse. Et donc plus on a travaillé sur les archives, plus on a eu de matière et plus on a élargi le sujet, puisqu'en fait on ne s'est pas du tout limité à mai 68 dans l'exposition, mais on a envisagé mai 68 comme le moment d'une contestation qui est beaucoup plus large et comme le moment le plus intense. Donc on démarre au milieu des années 60 quand les problèmes s'accumulent à l'université. On évoque évidemment tout ce moment situationniste autour du bureau de la FGS, et puis on prolonge le travail pour évoquer la poursuite de la contestation dans les années 70, où là aussi s'est passé quand même beaucoup de choses en Alsace. Donc on a traité finalement mai 68 d'un point de vue beaucoup plus large que les quelques semaines de mai-juin. Alors effectivement, vous verrez quand vous visiterez l'expo, beaucoup de choses ont lieu à Strasbourg. Tout le mouvement étudiant est évidemment à Strasbourg, puisque c'était la seule université à l'époque. Et par contre, sur le mouvement ouvrier, là, il y a beaucoup de documents du côté du Haut-Rhin, du côté de Mulhouse. Et, pardon ? Et pourquoi ? Et pour cause, parce que le mouvement se situait surtout là-bas. Alors, on a la chance d'avoir un témoin de cette époque-là, Bernard Engasser. Vous travaillez au livre. On sait que les ouvriers du livre, de tout temps, c'était des gens sérieux. Quand ils souhaitaient obtenir quelque chose, ils se donnaient les moyens de l'obtenir. Et vous, votre mai 68, comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que... Donnez le micro. Comment est-ce que ça a démarré? Vous avez vu les images à la télé, vous vous êtes dit, tiens, il faut qu'on fasse un truc aussi. Oui, donc à l'époque, j'avais 26 ans, on était jeune marié, bon, avec déjà un enfant de 2 ans. Et puis, donc, à l'époque, on m'avait donné la responsabilité des jeunes, donc responsable des jeunes. Donc, je travaillais à l'imprimerie Braun, donc à Mulhouse, qui était connue surtout par la reproduction d'art. Donc, à Mulhouse, il y avait, disons, 2 grandes imprimeries, c'était Braun et puis les arts graphiques DMC. Le journal Alsace n'était pas organisé à l'époque. Il était organisé, donc à un moment donné, mais il y a eu un problème d'ailleurs où il faudra qu'on regarde historiquement ce qui s'est exactement passé, quoi. Et moi-même j'étais donc engagé un peu vers le PSU à l'époque, et puis le jour quand il y a eu le vendredi 10 mai, quand il y a eu les barricades à Paris, enfin les affrontements avec la police, il y avait notamment Michel Rocard qui était à Mulhouse et qui tenait une conférence par rapport à la paix sur le Vietnam, quoi. Bon, donc les confédérations syndicales ont appelé donc le lendemain de ce vendredi
à la manifestation du 13 mai, donc on était quelques jeunes en disant bon, il faut absolument qu'on s'inscrive dans le mouvement, et puis le matin de bonne heure, à 6 h du matin, donc on a bloqué ces deux imprimeries. Bon, il y avait cette ambiance qu'on a beaucoup retrouvée en mai 68, hein. À 6 h du matin, on était dans la rue, on jouait au foot, et puis on attendait que les salariés viennent, et puis bon, il y a eu le blocage de l'entreprise, pratiquement on était en grève à 100%. Quoi. Ouais, 100% de grévistes. De grévistes. Alors c'est quoi, il était obligé ou... Ah non, pas du tout. C'était volontaire. Pas du tout, mais donc il y avait une solidarité dans le livre, hein, qui s'est démontrée par bien d'autres conflits, notamment celui-là plus tard du Parisien libéré. Et donc, après, pour continuer, donc, on avait à l'époque, les carnets de commandes étaient pleins au niveau des imprimeries, puis on avait tout de suite fait la grève, si on veut, des heures supplémentaires. Et puis, donc il y a eu des difficultés avec notamment notre président de la chambre patronale du Haut-Rhin, et puis qui était en même temps directeur, qui voulait, puisqu'on avait réclamé des négociations, donc lui, il s'était opposé à ça aussi. Vous avez bien réclamé quoi? On avait, c'était assez, donc on avait toujours des accords au niveau de l'ensemble de l'Alsace. À l'époque, on appelait les patrons les maîtres imprimeurs. Donc, il y avait généralement tous les ans une négociation par rapport aux tarifs. Hein. Et donc, notre président du Haut-Rhin, il disait, aussi longtemps que vous voulez faire la grève des heures supplémentaires, il n'y aura pas de négociation. Quoi. Alors finalement, donc, il y a eu quand même négociation, et puis à l'époque, on a réussi à avoir 19% de l'augmentation des salaires. Quoi. Ah ouais, ah ouais 19. Et alors, le mouvement n'a pas duré 6 mois. Hein. Non, pratiquement il s'est arrêté après la négociation, alors que... Donc, en 2 jours, c'est ça? Ça s'est réglé en 2 jours. Hein. Bon, alors, sur Mulhouse, bien sûr, il y avait surtout, d'une part, la SACM, la métallurgie, la Manura, et puis les mines de potasse. Et donc là, il y a eu occupation d'entreprises. Hein. Donc j'ai vu que, notamment dans un document sur le Haut-Rhin, il y avait 50 000 grévistes sur l'ensemble du Haut-Rhin. Nous, on était notre imprimerie était dans un groupe qui s'appelait à l'époque la Néogravure, où il y avait des imprimeries à Rennes, Corpeil, ici les Moulineaux. Notamment à Corpeil, ici les Moulineaux, ils ont fait un mois de grève, et puis en fait, ils s'en sont sortis pas mieux, quoi. Ah bon, il y avait peut-être une situation exceptionnelle sur l'Alsace, j'en sais rien, quoi. Et donc vous, votre mai 68, il a duré 2 jours? Non, disons non. Bien sûr, on était attentifs aux événements, etc., quoi. Et puis on avait l'espérance aussi que par rapport à, en fait, plus ou moins les jeunes, ceux qui étaient plus ou moins politisés, hein, on avait quand même l'espérance que De Gaulle dégage, et puis qu'il y ait un autre gouvernement, quoi, qui soit bien plus social. Quoi. Et donc